Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV, bienvenue au parc Jean-Jacques Rousseau, fraîchement inauguré ce mercredi ici à Port-de-Bouc dans le quartier des Comtes. C'est un parc qui était extrêmement attendu par les habitants. Alors autant vous dire que cette inauguration a donné lieu à une après-midi récréative, vous le voyez tout autour de moi, goûter pour les familles, activités pour les enfants. On joue, seul le soleil n'est pas de la partie et c'est bien dommage, mais rassurez-vous, il y a de quoi égayer en tout cas les cœurs aujourd'hui ici à Port-de-Bouc. Nous voici en compagnie de Laurent Belsola, le maire de Port-de-Bouc. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Alors, ce parc, il était très attendu par les habitants, par les Port-de-Boucains dans le quartier des Comtes. Comment ça s'est passé cette inauguration ? Très bien, mais vous avez vu, il y avait énormément de monde. Nous l'avions dit, on s'était engagé en 2020 de refaire nos parcs. Nous avons 3 parcs. Un parc en bord de mer, celui de la Lec, avec les jeux d'eau. Les jeux ont été refaits pour en profiter cet été. Et nous avons le parc Unia, un parc sportif que nous avons terminé avec les paddles. Et tout. Il nous manquait celui-là, un parc ludique. Donc, comme vous pouvez le voir, où la population est contente, il y a beaucoup d'air. Nous avons des jeux, nous avons un pump track, nous avons pas mal d'animations. Et il est très utilisé par les enfants. Et tous les soirs, nous voyons les gens de la ville, des autres quartiers venir. Et c'est ce que nous voulons, c'est se vivre ensemble à travers des jeux, que ce soit ludique pour les enfants et que les familles se retrouvent. Alors, très attendu, je le disais, puisque ça faisait un moment, ça faisait partie des grands projets, bien évidemment. Et il manquait cruellement cet espace, cet écrin de verdure et cet espace ludique. Voilà, nous n'avons pas fini, le gros a été fait. Nous allons encore rajouter des arbres, d'autres espaces. Il était très attendu parce qu'en plein cœur de ville, on peut se promener, faire une halte et avec respirer. Les enfants, respirer avec les plus grands. Vous l'avez vu, nous avons mis tout à base de pierres, des tables, des chaises, où les gens peuvent pique-niquer, où ils peuvent se reposer, lire, de détente. Donc voilà, c'est un parc vraiment familial. Votre petit coup de cœur sur cet espace ? Moi, c'est le petit, puisqu'il n'y en avait pas sur la ville, notre petit pump track que nous avons fait au bout, qui est très utilisé, qui est le régal des enfants, filles et garçons. Donc là, on y va avec la trottinette. La trottinette, un petit vélo, et les enfants, ils tournent, ils se régalent, et ça, c'est notre coup de cœur. Et surtout, on voit que ça a pris parce que, je me répète, mais tous les quartiers viennent, les gens des autres, des lotissements viennent là, utilisent le pump track, donc ça, c'est très bien. Vous pouvez voir qu'il y a le foyer à Doma qui est en train d'être reconstruit aussi. Le quartier a été refait dernièrement, donc voilà, c'est pour nous de belles réalisations. Et c'est dire si ça bouge à Port-de-Bouc. Merci beaucoup Laurent Belsola d'avoir été avec nous et on reviendra évidemment avec le soleil. La prochaine fois, on vient flâner au soleil. Merci encore d'avoir été avec nous. Alors je vous propose de profiter de l'événement pour vous présenter notre journal de ce mercredi 19 mars, donc avec à la une la justice française qui l'a finalement débouté. Albert Corrieri, on vous en parlait hier, 102 ans, avait demandé réparation à l'État pour avoir été contraint de partir travailler 25 mois en Allemagne au bénéfice des nazis. C'est le régime de Vichy du maréchal Pétain qui l'y avait envoyé comme des centaines de milliers d'autres Français dans le cadre du service du travail obligatoire, ce STO de sinistre mémoire, 25 mois donc, dont 18 de travaux forcés éprouvants. Albert Corrieri demandait donc réparation de son préjudice en tant que déporté. Il réclamait une indemnisation de 10 € de l'heure travaillée, soit au total 43 200 €. Le tribunal administratif de Marseille l'a donc débouté hier au motif qu'il n'a pas le statut de déporté. Il ne peut pas être considéré donc comme victime d'un crime contre l'humanité. Il a exprimé sa colère au micro de Michel Montagne qui s'est rendu à son domicile dans le 15e arrondissement. Écoutez plutôt. Et voilà, c'est la reconnaissance de la France qu'on a eue envers les 600 000 déportés qui sont partis. Il y en a quand même 600 000 jeunes en 1943 qui sont partis sous les ordres français. En plus, c'était du travail forcé et maltraité. J'ai subi 100 bombardements, moi, plus de 100 bombardements. Ça vous marque à vie, ça. J'ai subi un bombardement de 6 heures, monsieur. Voilà, je suis là, il y a des morts partout. Je ne m'explique pas comment je peux vous dire que je suis encore là. En voyant les morts, j'ai vu des gars brûlés vivants devant moi. Alors tout ça, les juges, bien sûr, ils sont chez eux, tranquilles, ils ne voient rien, mais la souffrance, il faut la subir. Moi, ce que je cherche, c'était le travail que j'avais fait, et en plus, je l'ai fait pour l'histoire. Et pour venger tous les déportés qui sont partis en Allemagne, dans mon sort à moi, comme moi,
Ils sont partis, mais non seulement ils sont partis, mais ils ne sont pas revenus. Moi je dis honte à la France. Honte, honte, honte à la France. Dans le reste de l'actualité, ces dernières 24 heures mouvementées dans notre région, une adolescente entre la vie et la mort après une chute aux terrasses du port. Les marins-pompiers de Marseille sont intervenus hier en début de soirée pour venir en aide à cette jeune fille de 14 ans. Elle a été retrouvée au pied du centre commercial sur le quai Lazaret, polytraumatisée. Les secours évoquent une chute supérieure à 3 mètres dont la cause est pour l'instant inconnue. Son pronostic vital était engagé au moment de son transfert à l'hôpital. À Marseille, toujours la future maison de projet d'Herbel incendiée. Le feu s'est déclaré vers 22h au niveau du quartier de la Pomme. Les marins-pompiers sont intervenus rapidement. Le bâtiment en bois a été ravagé par les flammes mais n'a fait aucune victime et n'a pas eu d'impact sur le groupe scolaire à proximité, comme l'a révélé notre confrère de BFM Marseille. 472 000 € partis en fumée. C'est ainsi que s'est indigné Sylvain Souvestre, le maire du 11e arrondissement. Et selon la métropole ex-Marseille-Provence, eh bien, ce serait un incendie criminel en lien avec le trafic de drogue. Cette future maison de projet devait être un lieu de rencontre, un lieu d'information pour les habitants et son inauguration devait avoir lieu le mois prochain. Voici qui est donc compromis. Un garage automobile également en proie aux flammes à Port-de-Bouc, justement, puisqu'on s'y trouve. L'incendie s'est déclaré vers 1h30 du matin. Une intervention complexe pour 35 pompiers sur le site, avec une dizaine d'engins à l'appui, compte tenu de la structure métallique du bâtiment et puis la présence de bouteilles de gaz sur cette surface de 300 mètres carrés. Au moins 5 véhicules touchés, aucun blessé, heureusement. Les locaux administratifs et puis une quinzaine de véhicules, 2 villas d'habitation voisines ont été protégées. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. 2 employés sont placés en chômage technique. La Côte d'Azur secouée par un séisme de magnitude 4,1. Le premier séisme qui s'est produit hier à 18h45 avec un épicentre dans l'arrière-pays niçois selon le réseau national de surveillance sismique. Durant quelques secondes, il a été très nettement ressenti à Nice mais également dans tout le reste du département, dans l'est du Var, à Monaco jusqu'à Imperia en Italie. Et puis suivi de plusieurs répliques dans la soirée dont une évaluée à une magnitude de 3,7. Alors c'est vrai que cette région a l'habitude d'être secouée, mais là, ça dépassait quand même les stades habituels. Aucun blessé, pas de dégâts à déplorer. La préfecture a toutefois rappelé que des répliques de magnitude moindre sont habituelles dans les heures, voire les jours suivant un séisme. Et on poursuit ce journal à Istres, où le conseil municipal s'annonce houleux. Demain matin à 9h, un sujet risque de cristalliser les échanges entre la majorité et l'opposition. La municipalité va faire voter la vente de l'ancien hôtel de ville à la métropole pour 1 € symbolique. Une société foncière rattachée à la métropole se chargerait alors des travaux plus que nécessaires dans le bâtiment vétuste. Une proposition jugée tout simplement scandaleuse par l'élu d'opposition LR, Robin Préto. Reportage de Joey Temple et Matteo Gallerini. La ville s'est mise d'accord avec la métropole pour parvenir à créer des espaces de vie et des espaces de coworking, autrement dit de travail, dans l'ancien hôtel de ville qui est aujourd'hui inexploité. Sur le fond, pourquoi pas, juge Robin Préto. Il reste en revanche inquiet de voir ce bien patrimonial devenir propriété de la métropole. Rien ne nous garantit que demain, une fois que le coworking sera installé, si jamais au bout de 5 ans le projet échoue, qu'est-ce que ça va devenir? On n'en sait rien et on n'aura plus la maîtrise. Et si la société foncière qui l'a acquis veut le vendre à n'importe qui ou veut en faire des logements ou veut, j'en sais rien, même le raser, en fait, juridiquement, elle en aura la possibilité. Et nous, on considère que s'il doit être fait des travaux, quel que soit le projet qu'on y met dedans, on doit rester les propriétaires pour pouvoir maîtriser justement ce que va devenir ce bâtiment dans 10, 20, 100 ans. Une inquiétude balayée par la municipalité. Oui, elle avait besoin de la métropole sur le plan financier pour réhabiliter ses locaux. Pour autant, elle reste maîtresse de l'avenir du bâtiment. La seule garantie que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que la ville, quoi que la métropole décide, aura la priorité de récupérer le bâtiment. Elle ne pourra pas faire partir ce bâtiment n'importe où si elle ne le souhaite pas. Si maintenant, dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans, un maire, quel qu'il soit, décide de céder ce bâtiment, il le pourra naturellement. Mais à aujourd'hui, la sécurité est à 100% acquise que ce bâtiment restera dans le giron communal si la commune le souhaite. Dans les faits, le contrat sur la table mentionne un pacte de préférence qui impose à la métropole de proposer prioritairement la vente du bâtiment à la ville pendant une durée de 10 ans. Rien n'assure juridiquement le futur de l'ancien hôtel de ville au-delà de cette durée. En dehors de tout ça, dans le centre-ville, on espère surtout que ça permettra de revitaliser les rues.
Nous, en fait, pour les commerçants, le but, c'est qu'ils soient habités quotidiennement et qu'il y ait une activité humaine ou commerciale, peu importe, mais que ça redonne un dynamisme à notre centre-ville. Si la vente est actée, les locaux devront être libérés au plus tard le 31 octobre 2025. Une pétition lancée par Robin Prétot pour demander l'annulation de la vente a déjà récolté, sachez-le, plus de 350 signatures. Affaire à suivre. Petite parenthèse pour vous rappeler qu'aujourd'hui à Martigues comme à Port-de-Bouc, on commémore le 19 mars 1962 qui correspond au cessez-le-feu en Algérie. Bonne nouvelle pour l'allocation de rentrée scolaire. Elle sera revalorisée d'1,7% cette année, comme l'a confirmé ce matin le ministère de la Santé. Cette aide est versée au mois d'août sous condition de ressources aux familles qui ont au moins un enfant scolarisé âgé entre 6 et 18 ans. Elle est destinée bien sûr à aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire. 3 millions de familles en bénéficient chaque année. On passe à la santé. La durée des passages aux urgences a augmenté en 10 ans. La moitié des patients passés par ce service en 2023 y ont séjourné plus de 3 heures contre 2h15 en 2013. Selon un baromètre de l'adresse, la direction statistique des ministères sociaux, l'étude montre par ailleurs une nette augmentation des personnes venant aux urgences faute de rendez-vous ailleurs. En 10 ans, le nombre de lits d'hospitalisation complète a décru de 11%, soit 43 000 lits en moins. Fil rouge de la semaine, les 5 ans de la crise Covid. On s'intéresse aujourd'hui aux soignants. Ils étaient en première ligne face à la pandémie. Alors que toute la société tournait au ralenti, les hôpitaux, eux, étaient en feu. Des services dédiés au Covid ouvraient leurs portes dans les établissements de santé. À l'intérieur, ces hommes et ces femmes qui sont devenus, le temps de la crise, les héros de la France au quotidien. Reportage signé Joey Temple. C'était devenu l'un des rendez-vous du confinement. Chaque soir à 20h, les applaudissements rugissaient des façades d'immeubles pour soutenir les soignants. Oui, ça fait chaud au cœur quand même. Lola, infirmière de nuit en service Covid, racontait à l'époque à Maritima le calvaire de son travail. Le 5e et le 4e sont réservés au Covid, donc à partir du 4e, l'ascenseur ne monte plus déjà pour pas qu'on puisse trimballer en fait le virus sur les autres étages. Toute la nuit, on porte masque, charlotte, calot, lunettes de protection, double gants. Il y a des panneaux écrits à l'entrée avec écrit zone contaminée. Enfin, c'est assez stressant comme environnement. Au-delà du travail, Lola et ses collègues sont inquiets à l'idée de transmettre le virus à leurs proches. Ils multiplient les changements de tenue et les douches à l'hôpital. Ils vont même parfois jusqu'à dormir au garage de leur domicile. Ces journées, ces semaines ont été et resteront l'honneur de nos soignants. Une médaille de l'engagement et une revalorisation des salaires de 183 €. Maigre récompense pour un secteur qui porte encore les stigmates de cette crise 5 ans plus tard. On a applaudi aux fenêtres pendant la pandémie. Mais aujourd'hui, nous avons toujours des hôpitaux publics qui sont en difficulté pour fonctionner. On dirait que personne n'a retenu le son de ce qui s'est passé. Guillaume Algrin est en charge des questions de santé à l'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône. Effectivement, la pandémie a révélé toutes les conséquences des politiques successives uniquement orientées vers les économies et des budgets contraints et qu'en fait rien n'a changé. On a continué à fermer des lits, on continue à fermer des lits. Donc en fait non, pour moi rien n'a changé. Ça s'est empiré même. En tout, 460 000 personnes ont été hospitalisées et 116 000 sont décédées à l'hôpital à cause du Covid-19. Des chiffres qui auraient pu être bien plus lourds sans le travail des milliers de soignants. Et pour endiguer cette crise, beaucoup ont cru qu'il avait trouvé un traitement. Je veux bien sûr parler du docteur Raoult et son hydroxychloroquine, dénobelisable à interdit de médecine. On reviendra sur cette figure marseillaise pour le moins controversée dans notre matinale demain entre 6h et 9h. Ce sera à la radio avec Manuel Danlois et Sergio. Le printemps débute demain, ça n'a pas l'air comme ça. Et pourtant, les allergies sont bien présentes. Elles persistent même depuis plusieurs semaines. Le réseau national de surveillance aérobiologique tient d'ailleurs à souligner que notre région connaît actuellement un pic très élevé au pollen de, tenez-vous bien, Cupressacées taxacées, composé de cyprès, thuyas et autres genévriers. Un risque d'allergie qui sera fort lors des journées les plus ensoleillées, alors c'est pas le cas, et plus faible sous les averses de pluie. Les martégots rencontrés ce matin dans un autre parc, celui de Figuerolles, ont constaté également des allergies nouvelles, quotidiennes et persistantes, éternuement de côté. Voici leur réaction au micro de Davy Moisson. Compliqué avec les allergies, on est sous aérus, voilà, traitement et puis
Et puis ça se passe bien avec le traitement. Sans le traitement, les débuts sont compliqués. Moi, ça fait 2 ans que je suis allergique au pollen. J'y étais pas allergique avant. Et dans ma famille, tout le monde est allergique au pollen. J'étais le seul jusqu'à présent à pas être allergique, mais voilà. Non, ça m'empêche pas de balader, non. On a les yeux qui piquent, des démangeaisons un peu sur les oreilles. Ah bah je prends des médicaments pour essayer de calmer. Vous êtes allergique à quoi? Au pollen. Mais je l'étais pas avant, ça fait 2-3 ans que je le suis. Bah je pense qu'il faut réduire les sorties dehors quand on est en pic. Et puis éviter de se toucher le visage pour pas se mettre des allergènes sur le visage. La saison change, il y a énormément de pollen, j'ai des démangeaisons, gorge, je m'étouffe en fait et je suis sous cortisone et sous antihistaminique parce qu'il y a trop de pollen dans l'air. Oui, et de plus en plus intense parce que les crises elles s'accentuent avec le temps je trouve. Moi quand il y a un temps où c'est beaucoup chargé, je porte carrément un masque, je suis obligée. Parce que sinon je ne peux pas respirer correctement. Ou alors j'évite de sortir quand il y a trop de pollen, mais ça c'est les cas extrêmes, mais c'est souvent le masque. Il y a des enfants qui ont de l'asthme déjà tout petit, oui, il y en a de plus en plus. Pour éviter tout ça, je ne sais pas s'il faudrait vérifier déjà d'un point de vue médical, pédiatrie, s'il n'y a pas des risques d'allergie et s'ils n'ont pas déjà une sensibilité au pollen, pour prendre en amont petit, parce qu'en grandissant ça va de plus en plus vite et ça détériore bien les poumons quand même. Voilà. En tout cas, ça ne vous empêche pas de vous balader? Non, regardez, il fait pas beau mais on sort quand même. On passe à la culture. De plus en plus, notre métropole est une terre de cinéma. Des tournages de séries, de films, de courts-métrages s'enchaînent sur le territoire et on en sait quelque chose depuis qu'on est basé à Provence Studio à Martigues. Alors là, on va vous emmener à Marseille à la découverte d'un autre lieu clé, la Cinéma Base. Situé dans le quartier de Gèze, il s'agit d'un hangar logistique destiné à préparer les tournages. Des espaces, des bureaux sont à la disposition des professionnels et notamment des techniciens du cinéma. Des locaux devenus essentiels pour Riyad Montel, réalisateur des Condés actuellement à l'affiche et tourné chez nous. Un avis partagé avec fierté par le vice-président de la métropole délégué à la filière cinéma, également maire de Martigues, Gabi Charroux. Je vous propose de les écouter au micro de Cassandra Moreau. Il y a un millier de techniciens du spectacle qui travaillent dans le cinéma par ici. C'est conséquent déjà. Et puis surtout, ils sont sur place. Ça veut dire que les réalisateurs qui veulent venir tourner ici peuvent trouver ici des techniciens, des peintres, des costumiers, des électriciens, que sais-je. Moi, j'ai été invité à voir quelques scènes dans une rue recomposée de Bagdad où il y avait eu une explosion. La scène, ils l'ont tournée 10 fois. Elle dure 11 secondes et demie. Et il y a autour 50 à 80 techniciens. Donc l'écosystème du cinéma, c'est énorme. Moi, j'ai appris à le découvrir. Chacun aime le cinéma, c'est évident. Mais après, quand on le voit de près de l'intérieur, on l'aime encore plus. D'une, par sa géolocalisation, vous avez des accès d'autoroute pour aller en ville ou pour en partir. C'est très bien desservi et en parallèle, les prods qui viennent sur Marseille ne sont pas forcément des prods marseillaises, donc elles ont besoin d'un pied-à-terre. Les prods viendront, elles auront besoin de techniciens. Les techniciens du territoire sont très bons et où est-ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent à la Cinéma Base. Ils vont avoir du travail et c'est un cercle vertueux. Vous, Marseille, terre de cinéma, vu ce que vous faites, les films que vous sortez, c'est évident. Ah oui, c'est plus qu'une évidence. C'est plus qu'une évidence et de plus en plus. Et moi, je peux expliquer 300 jours de soleil par an. Je peux expliquer des décors incroyables, une lumière incroyable. Et voilà, c'est ce que les réalisateurs viennent chercher. C'est une évidence que Marseille s'est émancipée et s'émancipera encore plus au niveau du cinéma. La convention entre la métropole et l'association régionale des techniciens du spectacle signée en 2023 permettant l'attribution de ces locaux vient d'être renouvelée pour une nouvelle année. Et depuis l'ouverture de la Cinéma Base, 42 productions ont été accueillies à l'image de la saison 2 de Pax Massilia, série portée par Olivier Marchal. Allez, cap sur La Ciotat pour les nauticales, toutes voiles dehors. La 22e édition du premier salon nautique à flot de l'année est ouverte depuis hier. Les passionnés de la mer, professionnels, plaisanciers ont jusqu'à dimanche pour découvrir les quelques 200 bateaux et rencontrer les 150 exposants. L'inauguration s'est déroulée en présence de Martine Vassal, la présidente de la métropole, aux côtés d'Henri Cosquer. Et oui, Didier Gesualdi lui a d'ailleurs tendu son micro à ce plongeur qui a découvert la grotte Cosquer, la bien nommée. Écoutez plutôt. Ça, au niveau de la mer, moi je suis content, parce qu'en fin de compte, je représente vraiment aussi pour les nauticales quelqu'un qui a un peu bourlingué. En plongée entre Cassis et Marseille, pas de problème, je connais tout. Et
Et après, comme on dit, au niveau de la voile, j'ai fait 3 fois l'Atlantique à la voile. Vous êtes satisfait de voir l'exploitation qui est faite de votre découverte? C'est ma dernière question. Oui, de toute façon, c'est l'origine des hommes qui vivaient ici et c'est important de le transmettre et de le faire connaître. Émission dédiée à ces Nauticales 2025 à découvrir sur maritima.fr et demain soir sur Maritima TV. Une belle passerelle sur notre territoire d'ailleurs avec une conférence grand public sur la grotte Cosquer à ne pas manquer ce week-end à Saint-Martin-de-Crau à l'occasion du Salon du Livre Jeunesse. Le journaliste scientifique et auteur Pedro Lima nous éclairera sur les conditions précises de la découverte de la réplique de la grotte Cosquer. Rendez-vous à 10h. Salle Mistral, l'entrée sera libre, profitez-en. Et puis avant de clore ce journal, un clin d'œil à Hassani de Martigues qu'on remercie pour sa fidélité à Maritima TV. Et vous aussi, merci de nous suivre comme ces messieurs-dames qui sont ici, des ports de bouquins, des vrais, qui suivent Maritima. Et on est ravis de vous faire ce petit clin d'œil. Vous pouvez faire un petit coucou à toute votre famille, à tous vos amis qui vous connaissent à Port-de-Bouc. Voilà, on était en direct de Port-de-Bouc depuis ce parc Jean-Jacques Rousseau nouvellement inauguré et c'était un beau moment d'échange et de proximité qu'on a hâte évidemment de partager avec vous et qu'on continue de maintenir. Très belle soirée à tous sur Maritima TV. Dis-moi, comment il est ce parc alors? Bien. Tu es contente? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Le toboggan. Alors les filles, on se régale? Oui. Il est comment ce parc Jean-Jacques Rousseau? Vous l'attendiez? Oui. Depuis longtemps? Oui. Alors qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ce parc? Bon, pour Maritima, un petit coucou? Coucou. Salut les filles, amusez-vous bien.